Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du processus d'intégration, qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Qu'on soit thérapeute, qu'on soit consultant, enseignant, entrepreneur, créateur de contenu, quoi qu'il arrive, le processus d'intégration, on est concerné par ça. Et j'en parle très souvent, aussi bien à mes élèves qui parfois se mettent une pression pas possible dès qu'ils commencent une formation, que ce soit lors des immersions que je co-anime avec Steven, où on peut faire vivre des ateliers qui permettent de rentrer dans des états de conscience modifiés. Je pense au breathwork type Rebirth, holotropique ou d'autres types d'ateliers. Ou par exemple encore dans le milieu entrepreneurial, notamment dans l'infoprenariat et surtout dans le digital en fait, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit sur la notion de création de contenu, de présence, de régularité, qui pour moi ne matche pas toujours avec le temps nécessaire au processus d'intégration. Donc déjà, de quoi on parle? Le processus d'intégration, ça s'applique à plein de thématiques différentes. Donc encore une fois, formation, suivi thérapeutique, tout ce qui peut passer par l'intellect, par le plan mental et qui doit ensuite descendre dans le corps et vraiment se matérialiser. Et de manière plus globale, je dirais que je définis ce processus en différentes étapes. La première, c'est la notion de conscientisation, de compréhension d'une information. Donc on va vraiment être dans, ok, j'ai une information qui m'arrive, qu'est-ce que c'est? Deuxième étape, je décide d'accepter cette information, d'observer l'impact qu'elle peut avoir dans ma vie ou pas, ou de la rejeter. Si par exemple vous m'entendez dire le sucre est un poison, vous avez le choix de dire ok, j'adhère à ça ou pas du tout, j'accepte cette information ou pas. La troisième chose, c'est la décision de changement. C'est-à-dire, ok, maintenant que j'ai cette information qui est arrivée et que j'accepte qu'elle soit vraie, ou en tout cas j'ai envie d'en faire une vérité, je vais décider de mettre en place des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, d'intégrer tout ça dans mon quotidien. Et c'est là qu'arrive l'étape essentielle qui est de vivre l'expérience de cette information, de cette vérité, ou en tout cas de ce qui a été conscientisé. Parce que c'est cette expérience qui va nous mener à avoir des échecs, des réussites, et de réaliser la différence qu'il y a entre l'information première qui a été transmise ou conscientisée, et le résultat de comment cette information peut prendre forme dans sa réalité. Et ce sera donc forcément différent de comment ce sera intégré chez un autre individu. Et dans le processus d'intégration, c'est vraiment cette expérience que l'on recherche. C'est ce qui permet d'atteindre un niveau de compréhension plus total, plus subjectif de l'expérience. Et c'est justement cette subjectivité qui est importante. Parce que c'est elle qui permet de faire d'une pratique, d'une connaissance, d'une prise de conscience, quelque chose de défini et de clair pour vous. C'est ça qui permet de changer durablement. Et c'est ça que j'appelle, dans sa globalité, le processus d'intégration. Donc pour bien comprendre ça, je vais vous donner différents exemples. Si vous décidez de changer d'alimentation, parce que vous avez compris, intégré qu'une alimentation avait un impact sur votre santé, vous allez commencer à intégrer tout ça dans votre quotidien, à mettre en place de nouvelles habitudes, mais il va commencer à y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Vous allez observer vos freins au changement. Vous allez voir ce qui, à l'inverse, se met en place très facilement. Vous allez vous rendre compte que le fait de changer d'alimentation soulève des choses bien plus profondes que le simple acte de manger. Ne serait-ce que sur le fait de vous organiser différemment, de vous positionner face à vos proches qui vont vous poser des questions, vous dire mais attends, pourquoi maintenant tu mets des huiles au frigo, pourquoi tu manges plus de gluten, pourquoi tu as arrêté tel aliment, qu'est-ce que c'est que ces graines bizarres. Il va falloir être en capacité de travailler votre positionnement, l'affirmation de soi. Vous allez apprendre à enseigner par l'exemple également. Parce que très souvent, au départ, on a tendance à vouloir convertir tout le monde, sauf que ça marche pas du tout comme ça. Et très souvent, en fait, les personnes sont plus en résistance. Par contre, si vous vivez l'expérience juste pour vous et que vous enseignez par l'exemple, là, il y a de fortes chances pour que l'entourage vous suive de manière progressive, avec du temps bien sûr, mais qui soit plus enclin à suivre ce mouvement-là. Et puis vous allez découvrir qu'on ne se nourrit pas que de ce qu'il y a dans l'assiette. Que tôt ou tard, il y a des choses qui vont commencer à émerger justement parce que vous avez fait des changements dans votre alimentation, que votre rapport au corps va changer, qu'il y a des choses au niveau émotionnel qui vont venir, que vous allez vous rendre compte que vos relations, votre profession, vos passions vous nourrissent tout autant. Vous allez commencer à travailler sur l'amour de vous-même, l'amour que vous portez. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre dans un podcast. C'est quelque chose qui s'expérimente parce que la subjectivité de l'expérience va être complètement différente. Et c'est cette réalité, votre expérience qui mérite d'être transmise. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves qui commencent une formation pour se professionnaliser dans la nutrition
et qui déjà anticipent les choses avant même d'avoir intégré, avant même d'avoir expérimenté. Je leur dis toujours, laissez-vous le temps de vivre tout le processus d'intégration pour accéder à cette expérience. Savourez le fait de vivre ça, parce que c'est ça qui est génial, c'est ça qui nous donne l'envie après de transmettre, qui nous donne vraiment le fuel pour se dire, allez, j'ai envie d'en faire mon métier, parce que c'est une expérience qui nous transforme. Et c'est cette expérience qui nous permet d'intégrer l'information, d'éviter de faire le simple téléphone arabe, et au contraire de transmettre avec la sagesse de sa propre expérience, sa propre mise en application. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons que je fasse un breathwork. Je suis en état modifié de conscience et j'ai une mémoire très forte qui remonte. Quelque chose dont j'avais conscience, mais qui revient, que j'avais bien enfoué. Supposons que dans cette mémoire, j'ai été abusée, que j'ai pas su dire non, que cet acte n'a pas forcément été violent par les gestes, mais qu'il a été d'une extrême violence dans la non-acceptation de cet acte. Après ce breathwork, à votre avis, je suis à quelle étape du processus d'intégration ? J'en suis à l'étape 1. Est-ce que j'ai eu le temps d'observer l'impact de cet événement sur mon subconscient et donc sur tous mes comportements ? Non. Est-ce que je suis déjà passée par le processus de décision pour me faire accompagner et guérir de ces blessures psychiques ? Non. Est-ce que j'ai mis en pratique le fait d'apprendre à dire non, à poser mes limites, à soigner ma relation au masculin, à incarner une nouvelle posture avec tout ce que j'ai conscientisé ? Absolument pas. Et ce genre de mémoire puissante, c'est des choses qui arrivent de manière récurrente dans les breathwork. Et s'il n'y a pas un accompagnement, c'est dramatique ce qui peut se passer dans la structure de la personne. A l'inverse, que ce soit dans les rebirths ou dans tout ce qui permet d'induire des états de conscience modifiés, on peut vivre des choses très belles, très puissantes. On peut connecter à ses guides, on peut aller sur d'autres plans de conscience. Mais si à la base on n'est pas ouvert à ça, on peut être extrêmement chamboulé par ce à quoi on a connecté. Donc il est extrêmement important d'avoir conscience de la nécessité de ce processus d'intégration, qu'on soit patient, client ou qu'on soit thérapeute accompagnant. Maintenant, ce processus d'intégration, il peut vraiment s'intégrer dans toutes les sphères de notre vie. Et là, je vais parler plus du milieu entrepreneurial, digital, mais je pense que ça va résonner chez beaucoup d'entre vous parce que soit vous êtes créateur de contenu, soit vous êtes consommateur de ce contenu. Et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut tout le temps être présent, qu'il faut tout le temps créer. J'ai suivi un mastermind pendant 2 ans, j'ai communiqué avec beaucoup d'entrepreneurs et il y a toujours cette idée qu'il faut faire de la quantité et de la régularité. Que si on est entrepreneur, on se doit de le faire. Mais est-ce que c'est toujours synonyme de qualité ? Est-ce que le contenu transmis fait toujours suite à l'intégration totale d'une expérience ? Ou est-ce que c'est une information qui est encore sur le plan mental et en fait on fait juste ce téléphone arabe ? De manière générale, moi ce que je constate, c'est qu'on est noyé par 1000 informations qui se ressemblent. Qu'on a des mails, des podcasts, des posts, des articles, des vidéos qui n'en finissent plus. Et by the way, ça sature les serveurs qui eux aussi sont extrêmement polluants. Et individuellement, si je prends juste l'entrepreneur, ce que je constate dans ce milieu-là, c'est que la plupart sont prisonniers de ce qui s'impose tout seul. Je dois faire un post par jour, je dois écrire un article tous les 2 jours, je dois faire une newsletter par semaine. Et en faisant tout ça, je suis pas sûre qu'on se laisse tout le temps nécessaire pour intégrer les choses. Alors d'un côté, je pense que tout dépend de notre niveau d'expertise sur un sujet. Pour moi, au début, j'ai pu dérouler énormément de contenu parce que j'étais focus sur la nutrition. Je pourrais passer ma vie à créer du contenu juste sur la nutrition en faisant des posts tous les jours, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça ne me nourrit plus. À un moment donné, je me dis, ok, j'ai fait le tour, c'est bon, l'essentiel est là. Entre le podcast, entre les posts, entre les articles, entre l'académie, ça va, il y a de quoi faire. Et parallèlement à ça, je pense que le propre de l'humain, c'est d'évoluer. Et si je parle même d'un point de vue plus spirituel, je pense que si on a bien une seule mission sur Terre, c'est d'élever notre niveau de conscience et d'incarner encore davantage cette nouvelle perception de la réalité. Mais quand est-ce qu'on peut faire ça si on court toujours vers plus de faire ? Plus de contenu, plus de CA, plus de présence, plus d'interviews. Quand est-ce que je peux aller découvrir des nouveaux sujets ? Quand est-ce que je peux me permettre d'aller vivre des expériences, de les intégrer, de les processer en moi pour ensuite transmettre, ok, on est à J+2 ans, alors je dis pas qu'il faut toujours 2 ans, mais voilà, je suis passée par tous ces états, voilà ce que j'ai à offrir au monde en termes de conclusion. Attention, je suis pas en train de dire qu'on doit absolument pas parler de notre process d'évolution, mais je pense qu'il y a juste un curseur à remettre en fait. Il y a peut-être la voie du milieu à aller chercher. Et j'ai eu cette hyper
création de contenu aussi parce que j'étais prise par un flow créatif en me lançant dans l'entrepreneuriat, en me lançant avec Iji. Et en fait, il y a un moment donné, je suis allée à l'opposé en mode attends, là en fait on va se calmer. Donc j'ai beaucoup échangé à travers les newsletters ou à travers les stories, mais beaucoup moins dans qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme valeur ajoutée, vraiment, dans un épisode de podcast ou dans un post. Parce que j'ai vraiment voulu prendre ce temps d'intégration aussi par rapport à toutes ces nouvelles choses qui venaient à moi, toutes ces nouvelles choses qui m'attiraient, tout ce que mon âme, mon être m'appelait à aller expérimenter. Et pour ma part, je veux absolument pas que mon entreprise, aussi belle en soit la mission pour moi, freine mon évolution personnelle. Car c'est ma personne qui permet à ce business d'exister et d'avoir du sens. C'est mon expérience de vie, le fait d'intégrer ce que je découvre, qui rend certainement mon discours plus impactant. Et le succès de Iji et du podcast pour moi en sont la preuve. Est-ce que j'ai publié régulièrement une fois dans ma vie? Non. Est-ce que j'ai fait de la pub? Non. Et quand bien même, je sais que là maintenant j'ai envie d'en faire et j'ai envie de grandir, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas eu la nécessité de mettre en place des stratégies marketing de fou, de faire de la pub, d'aller chercher plus de CA pour réussir. Est-ce que ça m'a empêché d'avoir 8000 membres? Non. Est-ce que 30 000 personnes qui me suivent sur Instagram se sont envolées? Alors peut-être que certaines oui, mais d'autres sont arrivées. Donc la vraie question à se poser, je pense que c'est pourquoi on pense qu'il faut toujours en faire plus? C'est quoi la croyance derrière ça? Je pense que d'un côté, il y a plus on se dit qu'on doit faire du CA, plus il faudra qu'on en fasse. Parce que c'est des peurs qu'il y a derrière ça. Plus on croit qu'en cas d'absence, on va tout perdre, plus c'est ce qui va se passer parce que nos croyances créent notre réalité. Ce que je crois, c'est que nos croyances, nos peurs, nos insécurités, nos programmes inconscients sont ce qui nous empêche de grandir et d'avoir plus d'impact. Point. C'est sûr que si on ne se laisse jamais le temps d'intégrer une nouvelle connaissance, on va perdre en impact. Alors on est dans la roue. Je suis dans un système qui fait que plus je crée, plus je suis mis en avant. Mais en fait, au fond, est-ce que je suis plus heureux? Est-ce que je suis plus épanouie? Est-ce que je suis plus libre? Pas sûr. Parce que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Google, que ce soit YouTube, eux, ils attendent que ça. Qu'on soit dans une instantanéité permanente, qu'on soit tout le temps sur leur réseau, sur leur plateforme, aussi bien en tant que consommateur que créateur. Et si c'est pas nous qui prenons la décision de ralentir, ben en fait, on ne faut pas s'étonner qu'il y ait burn-out ce burn-out aussi dans l'entrepreneuriat. Combien de personnes animées par une mission forte, par des valeurs fortes, se sont cramées? Tous les entrepreneurs qui m'écoutent, levez la main. Je suis dans ce milieu, je suis dans ce réseau, je le vois. Et pour ma part, je me suis posé la question durant mon parcours. J'ai commencé à déléguer beaucoup plus. J'ai commencé à mettre en place des process beaucoup plus définis pour gagner du temps. Et malgré tout, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à avoir de temps. Et pendant un an, toute l'année 2020, j'ai vraiment fait ce travail sur moi, sur ok, c'est quoi les programmes qui justifient que le faire passe avant mon être? Qu'est-ce qui explique que j'ai l'impression de toujours courir après quelque chose? Alors oui, j'ai été voir que depuis toute petite, mon emploi du temps, il débordait. Que dès que j'ai eu 16 ans, je me suis mise à travailler en parallèle de mes études. Qu'à la fac, en plus de mes cours, je cumulais 2 jobs. Que quand je travaillais, j'avais encore 2 à 3 jobs en même temps. Et tant que j'ai pas été identifier ce programme, identifier la cause et comprendre pourquoi à la fois je remplissais mon agenda et pourquoi, même si j'étais entourée d'une équipe extraordinaire, au fond de moi, je me sentais seule. Tant que j'ai pas identifié ces deux choses, j'aurais pas pu avancer. Et puis dans le fait de créer perpétuellement du contenu, moi la question que je me pose, c'est quelle est la place de l'ego là-dedans? Pour moi, il y a une différence nette entre ce qui nourrit mon être, ce que je fais pour contribuer et ce que je fais pour répondre à mon ego. En réalité, ce qui nourrit mon être, c'est être dans le moment présent, me laisser porter par l'appel du moment, par ce qui me met en joie, en amour, par les expériences, les apprentissages, les découvertes qui me font grandir. Et je pense que c'est ça pour beaucoup d'êtres humains. Ce qui nous permet de contribuer, pour moi, c'est un doux mélange entre ce qui nous anime, entre l'être et l'ego. Et tant que ça donne de l'énergie, c'est qu'on est dans une contribution saine, juste. Par contre, quand ça nous prend de l'énergie, c'est de l'ego. Et c'est là qu'on s'y perd. On devient prisonnier des deadlines, des plannings, des croyances sur ce qu'on est censé faire en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce que ceux qui ont un flow créatif, qui créent très régulièrement du contenu parce que ça les nourrit, parce que ça leur donne de l'énergie, parce qu'ils sont vraiment dans une capacité à intégrer très rapidement l'information, à transmettre, est-ce qu'ils sont moi? Non.
comment est-ce qu'on peut faire d'une règle dans l'entrepreneuriat quelque chose qui est tellement individuel? Pour ma part, si j'ai de l'énergie de faire 4 podcasts, j'en fais 4. Et si j'ai pas envie d'en faire pendant 6 mois, j'en fais pas. Ce podcast que je suis en train d'enregistrer, j'ai été surexcitée à l'idée de l'enregistrer. Je me suis dit, mais j'ai tellement de trucs à dire sur ce sujet. Donc on a un modèle, des croyances qui sont diffusées partout. C'est ça qu'il faut faire pour que ça marche. Il y a cette notion d'ego qui parfois vient toquer au carreau et qui nous empêche d'avoir la bonne limite entre « Ok, là je contribue, là c'est juste, là c'est aligné, là je trouve cet équilibre entre l'être et le faire » ou au contraire je me fais déborder par le faire et par l'ego qui veut prendre toute sa place. Et puis il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important et que j'aime dire, qui est que la temporalité de l'esprit n'est pas celle de la matière. Et là, on touche un mastodon. Parce que c'est pas parce que notre mental, notre intuition, l'inspiration nous souffle des idées qu'on considère géniales qu'on doit toutes les faire en même temps. Et qu'est-ce qui nous pousse à vouloir le faire? Encore une fois, c'est l'ego. Je vais être la première. Je vais montrer que je sais. C'est moi qui ai lancé le sujet. Sauf qu'en fait, on va redescendre direct parce que 99% des sujets traités aujourd'hui ont été traités bien avant qu'on soit né. Et sans ce travail de nos prédécesseurs, on n'aurait absolument pas ce niveau de réflexion aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi j'appuie tellement toujours l'importance à mes élèves de citer leurs sources. C'est signe d'humilité et de respect pour nos ancêtres, j'ai envie de dire, pour nos enseignants qui ont fait en sorte qu'on en soit là. Et justement, aujourd'hui, on se rend bien compte aussi que dans le milieu entrepreneurial, il y a un vrai mouvement aussi vers plus de développement, de dépouillement personnel, vers plus de spiritualité. Il y a vraiment ces enseignements des philosophies, des médecines ancestrales qui viennent. Et il y a toujours eu dans ces médecines et ces enseignements beaucoup de respect pour nos ancêtres. Mais dans ce cas, appliquons-le jusqu'au bout. Et respectons aussi ceux qui nous inspirent et ceux qui nous permettent d'être là. Donc le côté de je vais être le premier, je vais publier, je vais faire, etc. En réalité, c'est impossible. Deuxièmement, ce qui je pense est important de se rappeler pour sortir de cet ego qui nous pousse à en faire trop, c'est de nous rappeler qu'on est une équipe. L'ego nous fait nous individualiser et Dieu merci parce que sinon on serait une espèce de flaque dans l'univers en train de capter toutes les informations, de sentir les émotions de tout le monde et on serait absolument pas l'individu qu'on est. Par contre l'ego nous fait oublier que ce qui compte c'est que ce soit dit. Parce qu'au fond ceux qui se tirent la bourre souvent sont des personnes qui sont dans les mêmes valeurs, dans les mêmes missions, très certainement dans la même cause et l'envie de faire avancer le monde dans le même sens. Donc si j'ai une idée mais que je le fais dans 6 mois, c'est ok. Si j'ai l'idée que quelqu'un le fait avant, c'est normal, on est tous connectés au même champ informationnel. Et si j'ai l'idée en lisant un livre, je remercie l'auteur et je l'invite sur le podcast, où je vous renvoie vers son travail, tout simplement. Et si je vous parle de tout ça, c'est tout simplement parce que tant qu'on n'a pas conscience de ces processus d'intégration, et tant qu'on ne prend pas le temps de faire une connaissance sienne, à mon sens, ça vaut pas le coup en fait d'aller crier sur tous les toits ce qu'on a compris sur le plan mental. Par contre, quand on l'a vécu dans la chair et qu'on le transmet, là, il se passe quelque chose. Là, il y a de l'impact. Là, il y a quelque chose de fort. Et c'est ce qui fait que parfois, on va pondre une quantité pas possible de contenu pendant 4 ans. Et peut-être qu'à un moment donné, il n'y en aura pas. Et c'est ok parce que c'est le processus humain. Nous sommes cycliques. Certaines personnes ont des cycles de 2 ans, d'autres de 4, d'autres de 7. On a notre cycle annuel. On a notre cycle mensuel, lunaire. Et plus en tant qu'humain, on va reprendre notre responsabilité par rapport au respect de ce cycle, moins on sera dépendant de plateformes, d'un système pour avoir de l'impact et pour animer des communautés. Et pour terminer ce podcast, je vais juste partager une question qui m'a été posée par une entrepreneuse avec qui j'ai échangé et qui me disait comment aller vers ce qui nous anime et dans quelque chose qui nous donne de l'énergie. Alors que si je m'écoute vraiment, j'ai juste envie de glander d'un Netflix. Et en fait, cette réflexion venait justement par rapport à cette notion de remettre de l'être, en fait, dans sa vie et se permettre d'aller croître soi pour ensuite transmettre. Et en fait, je lui disais que quand on est aligné avec notre être, c'est ni Netflix ni glander qui vient. Ça vient quand on s'est cramé. Ça vient quand l'énergie du rein, qui est vraiment en médecine chinoise, pour rappel, c'est nos batteries de fond, les reins, c'est quand l'énergie du rein elle est à plat. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en taoïsme pour recharger l'énergie du rein? On dort et on mange.
l'acupuncture peut énormément aider. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut rajouter aussi l'identification des causes de stress, le fait de gérer son stress à travers différents remèdes, le pranayama, les méthodes TRE, Ijisoma aide beaucoup aussi à gérer son stress. Ensuite, on va ajouter du rien dans l'agenda afin de pouvoir vraiment laisser du temps pour soi, du temps pour décanter, pour mettre du yin dans son quotidien, pour vraiment retrouver cette balance yang-yin. C'est ce qu'on fait en yoga, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les immersions. On fait vraiment des mélanges de pratiques très yang, très yin, très yang, très yin. Parce qu'on a besoin vraiment de cette polarité constamment, pas une fois par semaine. Et le fait de mettre du rien et de se laisser vraiment vivre, se lâcher la grappe, aller dans la nature, méditer, juste marcher, c'est ça qui permet en fait d'avoir ces pop-up, ces nouvelles idées qui arrivent et de laisser remonter des choses à la surface de notre conscience. Parce que quand on fait tout ça, là on retrouve de l'énergie. Et c'est là que les envies reviennent. C'est là que ce qui nous anime revient. Qu'on a envie de lire un livre sur un sujet particulier, de se mettre à l'aquarelle, de se former sur un nouveau sujet, de faire une retraite silencieuse, d'apprendre à cuisiner, d'aller visiter une ville. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui crée de l'énergie et qui nourrit notre créativité. Donc si je résume, pour moi ce processus d'intégration est extrêmement important parce que peu importe ce que vous vivez, si vous apprenez quelque chose ou que vous conscientisez quelque chose, mais que vous ne vous donnez pas le temps ni les moyens nécessaires pour vraiment l'intégrer, tout est perdu. Aucun changement ne s'ancre réellement dans votre quotidien et dans votre être. Je pense que quand on a envie d'impacter, de transmettre quelque chose, la meilleure manière de le transmettre, c'est quand on l'a vécu dans la chair et quand on s'est laissé le temps de s'imprégner par l'expérience. Donc, si je résume sur ce processus d'intégration, pour moi, il est la base de tout. Je l'apparente au Shavasana quand on fait un yoga et qu'on laisse le corps intégrer ce qu'il a vécu durant la pratique. Je le corrobore à je vis une expérience très forte, un enseignement fort. Ok, je le processe, je l'expérimente, j'en fais mon quotidien, j'apprends, j'ai des échecs, j'ai des réussites. Ok, tout ça à la fin c'est mon histoire et je peux le transmettre. Donc j'ai conscience que parfois on ne sait pas trop par quoi commencer. C'est pour ça que je vous ferai également un podcast sur qu'est-ce qui moi m'aide à intégrer ce que je vis. Quelles sont les petites choses que je peux faire au quotidien pour vraiment prendre conscience de certaines choses. Parce que bien sûr que des ateliers, des thérapies, des accompagnements m'ont aidé à conscientiser des choses, mais ils m'ont juste aidé à ça. J'ai rarement eu vraiment, si ce n'est en coaching, l'aide pour l'intégrer. Et ce qui m'a aidé à l'intégrer, c'est tout ce que j'ai fait moi dans mon quotidien. Donc je vous partagerai ce qui a marché pour moi dans un prochain épisode. Et puis s'il y a certaines notions sur lesquelles je m'appuie dans ce podcast qui sont encore un peu nébuleuses pour vous, bien sûr, écrivez-moi sur Instagram, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse. Ce sera avec immense plaisir que j'irai creuser différents sujets, toujours avec ce format de podcast.